De quoi je parle. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas la bio de Prince, du tout, mais ça ne parle que de lui, mais à travers des épisodes que j'ai pu vivre. Beaucoup d'épisodes sont des histoires qu'on a en commun, soit parce qu'on était au même endroit au même moment, soit parce qu'on a vécu le même rapport, soit et c'est l'intérêt aussi, quelques événements plus rares où effectivement j'ai eu beaucoup de chance et donc que j'évoque. Rapidement, donc comment les années 80, je suis gamin, voilà, on aime me le rappeler, donc voilà, c'est pour ça que le livre commence comme ça. J'écoute Michael Jackson, mais parce que qui n'écoutait pas Michael Jackson en 83-84 en France, comme si on avait le choix. Mais c'était bien, il valait mieux ne pas avoir le choix avec Michael Jackson qu'avec Maître Gims. Mais bon, disons que. Là on a compris. Il y a quand même Quincy Jones derrière. Non, mais je ne suis jamais rentré dans la querelle. J'adore les deux, j'adore tout le monde. Enfin, sauf Maître Gims, mais je veux dire, de Michael à Prince, je n'ai aucun souci. Et donc voilà, donc effectivement je suis gamin quand on les présente comme des rivaux, donc forcément j'aime pas Prince, je sais pas pourquoi mais j'aime pas Prince parce que c'est l'ennemi de Michael. Mon père achète un CD, j'aimerais continuer de dire que c'est pas bien, mais c'est quand même un peu bien, donc je découvre la mauvaise foi à 12 ans, voilà, donc grâce à Prince je suis pas trop mauvais dans le domaine, donc donc je vais dire non j'aime pas, et puis en fait c'est pas mal. Et puis comme je suis très fan de Michael et que voilà on a cette trinité Michael, Madonna, Prince dans les années 80 qui sont vraiment les trois grandes icônes qu'il faut voir. Comme il n'y a pas Michael ne sort plus de disques déjà, parce qu'entre Thriller et le moment où je vois comme concert, il n'y a pas d'album. Madonna ne vient pas, et puis c'est pas si grave que ça, et donc on annonce un concert de Prince en 86 au Zénith. J'ai 13 ans, je trépigne, et bref, je vous épargne les épisodes, surtout si vous jetez un œil au livre, mais je vais à ce concert. Et voilà, pour moi c'est, même s'il y a eu des prémices, c'est le moment fondateur. Je pense qu'on a tous un moment où on bascule. Ça veut dire que voilà, un concert, un disque, un clip, une chanson entendue à un moment, mais il y a un moment où cet acte d'accéder à la musique populaire, soit par le biais d'un CD, soit par le biais d'un concert, donc quelque chose que généralement on a déjà fait, pas trop, parce que là, quand j'étais assez jeune, mais qu'on a fait plusieurs fois dans sa vie. Pourquoi il y en a un, deux, rarement trois, qui vous transforment complètement? Ça veut dire où votre émotion, voilà, où vous avez un cocktail émotionnel qui est excessivement fort et qui vous donne envie de revivre cette chose. Et c'est pour ça que je suis assez fatigant avec ça, mais pour moi l'analogie à l'addiction, notamment à l'addiction au sport extrême ou à tout ce qui génère de l'adrénaline, le gain au jeu ou quoi que ce soit, pour moi est très proche de ce que j'ai vécu et de ce qu'on est plusieurs à avoir vécu, parce qu'en fait, même si, il y a quand même une quête de revivre cette sensation. Et comme on ne peut pas revivre deux fois avec la même intensité une sensation similaire, ben, il y a une surenchère. Donc au début on vit le concert, on est un peu au fond, puis on arrive à la dernière minute, et puis après on veut que ça dure plus longtemps, donc on arrive plus tôt, on veut être plus près, et puis on veut le voir plus, et puis on veut plus, et comme il était généreux musicalement et sur scène, mais qu'il donnait quand même très peu en off, et ben on essaie de choper pour soi, d'avoir ce petit moment pour soi, qui peut être juste un clin d'œil à un concert, juste un moment où il va vous regarder ou quoi que ce soit, mais voilà, où à un moment donné on a l'impression qu'il se passe quelque chose entre lui et moi et nous, enfin chacun d'entre nous, et donc cette quête, voilà, je l'ai compris plus tard, mais en tout cas ça a contribué à cette envie d'en vouloir toujours plus et d'en faire toujours plus. Et donc voilà, donc je l'ai suivi dans la ville, je l'ai suivi dans le pays, puis je l'ai suivi en Europe, et puis après je suis allé un peu en Amérique, jusqu'à aller donc à Minneapolis, où comme je l'ai dit tout à l'heure, la rencontre de l'entourage a contribué grandement à ce que je continue
d'être fan, à ce que je continue de devenir activiste, entre guillemets, voilà, par la création du site, l'organisation des soirées, l'organisation de concerts, de la web TV, et puis depuis 1 an et quelques, de quelques événements dont le film qu'on a pu projeter ici. Pourquoi on se sentait dépendant comme ça? Pourquoi on se sentait... ouais, c'est ça, dépendant. Pourquoi l'annonce d'un concert représentait une contrainte pour certains? Parce qu'il y avait l'aspect financier, parce qu'ils s'immisçaient dans notre vie. Alors, s'il y a des gens qui ne savent pas comment ça fonctionnait, Prince n'annonçait pas les concerts 6 mois ou 1 an avant, comme la plupart des artistes. C'était entre 1 semaine et 3 semaines avant, quand c'était pas la veille. Donc il fallait s'organiser, et cette organisation étant parfois difficile, voire impossible, on se sentait pris en otage ou pris au piège. Voilà. Donc il y avait quand même un rapport assez addict, en tout cas dans mon cas réel. Et puis le troisième point, c'est la peine. La peine, voilà, la tristesse suite au décès d'un artiste. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, qui m'intéresse, j'aurais bien voulu que ça ne m'intéresse pas, mais en l'occurrence là, j'ai dû m'y intéresser. Parce que je voyais bien, alors c'est le début de la réflexion, je voyais bien quand je rencontrais les gens à Canal ou les journalistes qui me posaient des questions suite au décès de Prince, que bon, voilà, ils étaient tous très gentils et pas vraiment moqueurs, mais il y avait quand même une interrogation. Alors c'est l'exemple que je prends systématiquement. Vous arrivez un lundi matin au bureau, vous dites ma mère ou mon père est mort, vous avez une empathie immédiate, il n'y a pas de discussion, les gens s'arrêtent dans ce qu'ils font et ils vous parlent. Vous dites ce week-end, j'ai mon meilleur ami qui a eu un accident de voiture, bon pareil, ils veulent bien, là ils arrêtent leur mail à la limite, ils veulent bien un peu discuter, juste à la machine à café, mais ils s'y intéressent. Vous faites la même chose en disant mon artiste préféré est mort, ils poursuivent leur conversation sur Facebook, il n'y a pas d'arrêt ou quoi que ce soit, voire ils ricanent. Et donc sur le forum, il y a énormément de gens qui ont témoigné en disant on n'ose pas en parler au travail, on est content de pouvoir venir écrire ici à quel point ça nous manque, à quel point on est peiné, à quel point on est triste, parce que on peut pas l'écrire on peut pas le dire, nos amis comprennent pas, nos collègues ne comprennent pas, ma femme ne comprend, qui me connaît pourtant bien, ne comprend pas pourquoi je suis aussi triste alors que sa mère est morte il y a 1 mois et j'ai pas pleuré. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord pour qu'on en sourie, mais c'est une réalité. Donc finalement, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne connais pas tous les livres qui existent, mais autant je sais qu'il existe des livres sur l'addiction au jeu, à l'alcool, etc. Je ne sais pas s'il en existe sur l'addiction à la musique, ou en tout cas une forme artistique, et je sais qu'il existe de nombreux témoignages sur la perte d'un être aimé, donc soit sa bien-aimée, son bien-aimé, son parent, son enfant, mais sur un artiste, je sais pas. Je n'ai pas, en tout cas, on a moins de choses connues ou célèbres, ou même en fiction, vous verrez rarement un film d'un type qui s'effondre parce que son artiste est mort. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose dont on ne parle pas, alors qu'elle est réelle, profonde, qu'elle est assez difficile à gérer parce qu'elle ne peut pas reposer sur quelque chose de raisonnable. Parce que la raison vous dit quoi? Vous dit vous ne le connaissiez pas. Donc en plus on ne peut même pas se raccrocher à quelque chose de raisonnable. Et puis le manque il est réel, il est présent et on n'a pas d'issue. Ce que je pense intimement, c'est qu'on avait affaire à l'artiste le plus passionnant qui soit, que beaucoup de gens, trop de gens sont passés à côté. Et on a perdu un des très 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 grands artistes qui a su s'exprimer dans un genre où il n'y a pas de concurrence et où la place qu'il laisse, de toute façon, à mon sens, va rester béante. Donc voilà pour être sur la partie gay de ce moment-là. Une vision
disons qu'elle est au-delà de ce qu'il avait dans la tête. C'est-à-dire qu'il n'entendait pas les... Voilà, vous avez toujours sur le site Choupi TV, vous avez un entretien avec Alfred Bernardin, qui donc la personne qui était son tourneur en 2010 et qui a organisé le concert au Grand Palais, etc. Il vous raconte comment le Grand Palais est organisé. Bon voilà, c'est sur une table poussiéreuse, dans la remise d'une boîte, ils sont en train de tracer le truc dans la poussière avec le doigt, et quand ils parlent du billet, Prince il dit bah 1000 €, non on fait pas un billet à 1000 € pendant 10 jours, ah bon combien, ben, déjà 100 ça va être beaucoup, bon d'accord 100, ouais. Ben, voilà, je veux dire c'est pour donner un peu le rapport au monde du gars quoi. On fait un concert au Grand Palais, on lui dit ok, alors, des types, il dit quand même, je veux le Grand Palais. On lui dit, il n'y a jamais eu de concert là-bas. Il dit, c'est pas grave. Il dit, moi, c'est quand même un hangar et tout, à sonoriser, ça va être compliqué. Voilà, tant pis. On fait ça quand? Bah, dimanche, mais on est mardi. Oui, ah bon, d'accord. Bon, on fait combien à la place? 1000 €. Voilà. Alors après, si tu veux son rapport global au marketing, tu vois, on sent que déjà, il y a un souci. Il arrivait chez Warner plus jeune, Warner disait bon bah, tu vas nous sortir un album, donc je pense que dans leur esprit c'était un 33 tours, c'est-à-dire un simple, il est arrivé avec 40 chansons. Donc voilà, et il disait mais je comprends pas pourquoi on sort pas un quadruple, on sort pas un quadruple parce que c'est cher. Sortir un quadruple c'est beaucoup d'argent, les gens vont pas dépenser autant. Ah bon alors un triple alors. Voilà. Donc voilà, la plupart des gens sortaient un album, quand ils sortaient un album par an c'était un miracle, il y avait 2, 3, 4 ans souvent entre les albums. Lui il est arrivé, au bout de 9 mois il fallait déjà sortir autre chose. Encore 9 mois je suis généreux, donc non, ce qu'on appelle le grand public, parce que c'est un grand débat, alors, si on va là-dessus, ouais. Sur le grand public et Prince. Parce que on dit le grand public l'a abandonné. Non, le grand public l'a pas abandonné. À chaque fois qu'il a fait des concerts, c'était complet. Quelle que soit la taille de la salle, quel que soit le nombre de concerts, et quels que soient les pays où il arrivait. Donc il avait atteint le statut de star internationale, vis-à-vis de laquelle on ne s'intéresse plus vraiment à son actualité parce qu'il a un patrimoine qu'on respecte. Aujourd'hui, les gens qui vont remplir des stades pour voir les Rolling Stones se moquent de leurs derniers albums. Ouais, bien sûr qu'il existe des fans, mais on ne remplit pas un stade qu'avec des fans, ils se moquent de leurs derniers albums. Il y a des groupes aujourd'hui, des groupes comme U2 ou quoi que ce soit, qui peuvent tourner sur leur patrie, sur ce qu'ils ont réalisé il y a 20 ans et qui vont continuer de remplir des salles, en partie avec des gens qui s'intéressent à leur actualité et en très grande partie avec des gens qui trouvent que c'est fantastique. Quand Elton John vend 350 balles d'un ticket de concert, que ce soit à Bercy ou à l'Olympia pour l'année dernière et donc l'année prochaine, les gens se moquent assez peu de savoir s'il a sorti un disque la semaine dernière. Ils ont envie qu'il chante les éternelles chansons ou autres. Et je pense que Prince avait cette espèce de postérité, enfin, en tout cas de vision. Donc il y avait un grand public qui se rappelait que ce type avait plutôt bonne presse, parce qu'il n'avait jamais eu une presse négative sur ses prestations live, donc se rappelait qu'il avait plutôt bonne presse, donc voilà, on savait qu'en allant voir un concert de Prince, il y avait peu de chances qu'on soit déçu. Voilà. Donc il y avait quand même, le grand public avait gardé ça. Maintenant sur son actualité, oui, il était largué. Et il était largué pourquoi? Parce que c'était pas le grand public qui était largué, c'était les médias. Les médias étaient largués parce qu'il fallait qu'ils fassent un effort. Et ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Ça veut dire que comme on leur envoyait pas le disque gratuitement, avec un petit communiqué de presse, à copier-coller dans le journal sans trop réfléchir, et qu'il fallait aller se connecter sur un site internet pour savoir ce qui se passait, en termes d'efforts, on a quand même plus compliqué. Donc forcément, il était assez décrié. Mais après, oui, il allait dans tous les sens. C'est-à-dire que quand il a cumulé le changement de nom, des sorties contractuelles chez Warner, d'albums qui n'avaient aucune promotion, parce que dans le même temps, les albums qu'il voulait promouvoir étaient ceux qui sortaient sous son symbole, distribués par d'autres maisons de disques. Forcément, les gens ne comprenaient rien. C'est-à-dire qu'il y avait un single qui vendait bien, qui était sur aucun album, il arrivait en concert, il ne le chantait pas. Bon. Voilà. Il y a tout type de fans. Mais parce qu'on est en face d'un artiste multiple, justement. C'est-à-dire que je sais pas, je vais pas faire une analyse des fans du monde entier, de tous les genres, mais je pense que, je sais pas, je pense qu'il y a des groupes qui sont restés dans un certain genre, avec une certaine esthétique, etc., et donc qui ont des fans qui doivent se ressembler parce qu'ils vont dans un sens. Là, on est en face d'un type qui nous malmenait,
Ça veut dire qu'il changeait, qu'il nous malmenait sur la manière de promouvoir sa musique, la manière de la distribuer, sur les genres qu'il entreprenait, enfin les directions qu'il prenait plutôt. On était en face de quelqu'un qui, donc l'âge d'or, le fameux âge d'or, même si moi je suis partagé là-dessus, on va dire 83, 90 ou 89, peu importe, qui a quand même changé de son, d'orientation, de look, de charte graphique, on ne le disait pas forcément à l'époque, etc. Chaque année, il n'y a pas beaucoup de groupes qui osent faire ça, hein. Tu vois, c'est Lenny Kravitz qui traumatise son public entre chaque album. Tu vois. Il y a quand même 25 ans qu'il finit le concert de la même manière, donc si tu veux... mais il est très gentil ce garçon, je ne veux pas l'ennemi, mais bon voilà, il y a des gens qui veulent préserver leur public dans plein de genres, parce que j'aime beaucoup Marilyn Manson, et voilà, c'est quelqu'un que je trouve intéressant au moment où, après un immense succès avec Antichrist Superstar, il est allé sur Mechanical Animal en changeant complètement de look, de proposition, de son et d'environnement, et je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y avait quand même un public assez adolescent, on va dire, ou en tout cas faussement rebelle. Je dis faussement rebelle parce que quand tu passes sur MTV, je ne considère pas que tu sois très rebelle, donc faussement rebelle. Et donc il y avait, voilà, je trouvais intéressant qu'ils se disent, ben je prends un risque, et puis effectivement, comme ça n'a pas marché comme il voulait, il est revenu assez vite finalement à des choses pour lesquelles on le connaissait, pour reproduire quasiment le même modèle de disque, c'est-à-dire on fait la reprise années 80 à la façon Manson dans chaque disque, on crache sur les gens même si on commence à vieillir et qu'on en a marre, alors c'est pas une expression, hein, et donc voilà, et au bout d'un moment tu deviens la caricature de toi-même. Je trouve que Prince vraiment a évité ça le plus longtemps possible, même quand nous on ronchonnait un peu entre deux titres ou deux albums. Il n'y a qu'à voir comment il finit sa carrière, enfin, les derniers concerts, pour voir que quand même le type se réécrivait systématiquement. Et donc forcément, tu as un public qui varie, parce que c'était... comment dire, il fallait le vouloir. Ah bah C'est-à-dire qu'il y a faut accrocher, hein. Voilà, il fallait le vouloir. C'est-à-dire que t'étais pas dans la facilité. Ça se méritait. Je pense que dans les conflits qu'il y avait entre les fans, notamment sur Internet, dans beaucoup de cas, c'était à cause de... c'est parce qu'ils se souvenaient du chemin qu'ils avaient parcouru, du nombre de fois où c'était entendu dire « T'écoutes ce mec, mais il fait encore des disques, mais il est pas mort, c'est bien, moi j'adore, je connais Kiss, tu vois, et tout. » Et qu'à chaque fois, tu vois, t'as dû prendre ça dans la tête et tenir. Et quand t'as des gens qui arrivaient, les tout frais, et qui arrivaient, qui téléchargeaient 3 terras de musique et qui disaient « Ce disque c'est de la merde !» alors que toi tu l'avais payé 1500 balles il y a 10 ans et que tu avais traversé le monde entier pour le récupérer, forcément en termes de tolérance au dialogue c'était très vite compliqué. J'ai noté parce que ça me fait penser à 2 histoires. Il y a une fan qui est apparue de manière très très active sur les réseaux sociaux dernièrement, et qui est quand même quelqu'un qui est rentré par Prince, tu parlais du Smoke Club, par les pirates. Alors elle n'a pas du tout écouté les albums dans l'ordre, elle n'a pas du tout écouté les albums, ou très tardivement, et elle est dans une boulimie de bootleg. Et donc c'est rigolo parce qu'il y a les anciens qui aiment bien, ou ceux qui considèrent, dont je fais partie, sauf que moi je ne dis rien, je fais ce qu'elle veut, que le parcours initiatique est intéressant et que découvrir l'œuvre dans le sens dont elle a été produite est intéressant, et donc qui lui disent « mais je comprends pas, tu peux pas écouter le concert de machin sans avoir entendu l'album qui correspond », bon, voilà. Donc avec certains vont appeler ça une intolérance et d'autres veulent juste essayer de transmettre la manière la plus noble d'écouter ça, et puis il y en a d'autres qui se rendent compte que quand elle dit « tiens, je viens de découvrir cet album », que cet album existe. Donc il y a des gens qui se reconnaissent entre elles. Et puis sinon, on a fait la projection à Orange, la ville, pas chez Orange, à Orange. Et je rencontre une dame, je dis une dame parce que je peux encore, parfois quand on atteint un âge, je peux encore faire genre la différence. Une dame. Si moi je te dis une dame, c'est que tu vois ce que je veux dire. Une dame. Et à l'entracte du film, elle me dit comment je me demandais si maman c'était une dame. C'est ma maman, c'est pas. Bon, ça va. Une dame. Voilà, une dame. Qui ne parle, bien sûr, on est d'accord, c'est au contraire. Et elle me parle, elle me dit oui, donc elle rentre dans un discours très très technique,
très précis. Oh là là, je suis en train de chercher Rainbow Children, mais ça coûte très très cher. Et puis là, j'essaie de récupérer le CD de Gold, et puis je le trouve pas à moins de 100 €. Moi, je suis très ennuyé parce que en plus, j'ai pas grand chose à répondre à ça parce que je n'ai pas les disques dans mon sac, et en plus, je suis pas très collectionneur, parce qu'effectivement, moi j'ai à un moment donné, financièrement, il fallait faire un choix, et j'ai préféré voyager et aller fréquemment, et à Minneapolis, à Los Angeles, etc., plutôt que de cumuler les disques. Et donc je lui dis, donc moi j'entends cette personne, donc je suis gentil, je joue au bout des choses, l'entracte s'arrête, elle, donc voilà, la deuxième partie de film, elle ressort, elle recommence à me raconter des choses incroyables. Alors je lui dis, moi j'ai affaire à quelqu'un de précis, donc je lui dis, bon ben, le film a dû vous rappeler quand même des bons souvenirs, etc. Elle me dit, ah bah non, ça me rappelle pas de bons souvenirs parce que je ne l'ai jamais vu en concert. Je me dis, ah bon, mais vous l'avez jamais vu en concert? Mais comment c'est possible? Elle me dit, ah, parce que moi j'ai découvert quand il est mort. Alors, voilà, donc 60 et quelques années, je suis veuve, je m'ennuie, sa musique m'a complètement transporté dans les reportages qu'il y a eu après, et donc depuis, j'écoute que ça. Et là, donc, d'un coup, tu découvres que toi, ce qui t'abat, ça donne du plaisir à des gens. Enfin, ça a permis de donner. Et donc, tu vois, ça change encore la donne sur le rapport qu'on peut avoir à tout ça. Bon. C'est-à-dire que c'est très terrien, c'est parfois bestial, et en même temps, il y a cette forme de quête vers l'au-delà tout le temps, quoi. Et ça a toujours été cette dualité, entre guillemets, qui fait que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, je pense, et d'atypique et d'iconoclaste. Et l'amour qu'on peut porter, parce que moi, en tant que fan, j'ai pas honte de dire que le chagrin est immense et qu'il n'y a pas un jour, maman en est témoin, où je ne pleure pas, alors que j'ai 43 ans, et que ça serait bien que ça cesse maintenant, parce que je suis maman, mais que c'est quelque chose qui voilà, j'arrive même pas à le dire. Ah ouais. Voilà. Ah oui, moi je suis mais voilà, d'accord, après ce serait bien s'il y a d'autres personnes qui me revient tout le temps, c'est transcendance. Quand je pense à Prince, c'est ça. C'est ce côté hyper bestial, sexuel, extraordinaire d'Arlene Nicky, bon, un classique éternel, mais ces chorégraphies, cette grâce, cette espèce de grâce naturelle, enfin, complètement théâtrale, limite cabaret, et en même temps ce regard poussé vers l'absolu, vers le divin. C'est toujours ce truc-là. Je n'ai vu ça nulle part. Voilà. Au revoir. Maintenant, je vais pleurer. Qui d'autre? Non, je rejoins tout à fait Félix, c'est ça, il y avait quelque chose d'unique chez Prince. On n'a jamais retrouvé ailleurs. Non. Et longtemps que j'écoute un tas d'artistes, c'est bien toi, et chez Prince, il y avait ce truc quand même spirituel. Et... Ah ouais. Mon fils, il m'a dit, tu remplaceras par qui maintenant qu'il est mort? Je dis, bah personne. Pourquoi? C'est pas possible. Il ne sera pas remplacé, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que on passe forcément pour des illuminés, il y a forcément un côté un peu secte à entendre cette conversation. Il y a des gens qui, si on diffuse cette conversation sur internet comme ça et tout, les gens viennent nous chercher. Mais c'est vrai. Puis au-delà de ça, il a créé quand même un univers particulier autour de lui. C'est pas que l'artiste, il y a un univers, il y a des couleurs, il y a des symboles. Ah ben souvent, non, mais il y a une manipulation du kitsch qui est... Il flirtait avec le mauvais goût, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y avait toujours ce moment donné où ça pouvait glisser, et que parfois, même quand on écoutait... C'est plus que du flirt, hein. C'était clairement consommé, moi, mais bon... C'est extraordinaire, parce qu'il faut toujours aller au-delà, quoi. Toujours. Ça demande effectivement une forme d'effort. Il était... Effectivement, il allait dans des... Une de ses forces sur ce point-là, c'est d'aller dans des directions où n'importe qui d'autre aurait été ridicule. Mais il arrivait à pas l'être. Ça veut dire que... Ouais. Voilà, d'ailleurs on le voit bien, quand Bruno Mars arrive habillé en Prince au Grammy ou je sais pas où leur rendre hommage, ça fonctionne pas. Et pourtant, moi j'ai pas d'avis, il y a des gens qui le trouvent très talentueux ou pas, moi je vais pas me battre sur le cas de Bruno Mars, je pense qu'il a un certain talent. Mais néanmoins quand il arrive affublé comme ça fonctionne pas, et pour prendre le moins dramatique de tous, parce qu'il y a eu pire,
Mais non, c'est effectivement, il a flirté avec le mauvais goût et le kitsch. Parfois, il a mis les deux pieds dedans, hein, quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais ça fonctionnait parce que... Alors, il y a plein d'épisodes de kitsch, mauvais goût ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que celui que les médias aiment le plus... un qui a marqué, je sais pas si c'est du mauvais goût ou quoi, c'est toute la période Dirty Mind, où il arrivait en impair avec des bas et ainsi de suite. Bon, moi aussi, je trouve ça sympathique. J'ai hésité à venir comme ça aujourd'hui, mais je me suis dit qu'on lui rendrait hommage autrement. Et donc, on s'habille comme ça. oui, non, mais il en existe, on connaît des... Ça s'appelle un sonar. Mais sinon, non, mais plus sérieusement... Bon, voilà, donc les gens ont beaucoup parlé de ça. Mais pourquoi il ne s'est pas fait... ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vendaient pas des millions de disques, il n'était pas ultra connu, les gens s'en souviennent, et pourtant, il ne s'est pas fait huer réellement. Il n'a pas été blacklisté à jamais. Warner lui a pas interdit de sortir des disques, puisque les disques suivants sont ceux qui l'ont... qui ont fait de lui la star qu'on connaît. Et en fait, je pense que c'est parce que c'était très honnête comme démarche, et que ce n'était pas une démarche marketing. Non. On n'était pas dans une provocation ultra calculée pour vendre. À ce moment-là, c'est ce qui lui paraissait juste. Il fallait aller dans cette direction, et il allait dans cette direction. C'est quelqu'un qui donne pas beaucoup l'impression, qui était hyper instinctif, qui se lassait hyper vite des choses, qui changeait d'avis ultra rapidement. Par exemple, si Sign of the Time a fini en film-concert, enfin s'il y a un film-concert de Sign of the Time, c'est parce que pendant la tournée européenne, il a annoncé aux musiciens qu'il était déjà sur autre chose et qu'il ne voulait pas tourner aux États-Unis. Donc ils enverraient un film dans les salles américaines à défaut de faire des concerts, alors que n'importe quel artiste qui fait 30, 40 ou X dates en Europe enchaîne sur l'Amérique parce que financièrement c'est intéressant. Donc en fait, même s'il gagnait de l'argent et si l'argent était loin d'être un sujet qui ne l'intéressait pas, c'était pas le seul moteur, et voilà, il pouvait il pouvait faire des choix comme il a fait à l'époque de Sign of the Time. De toute façon, il n'écoutait pas la vie extérieure. Ensuite, il était assez peu, il avait un œil hyper aiguisé sur ce qui se passait. Il n'était pas dans une analyse hyper profonde. Je pense qu'elle était très sensorielle, très instinctive, mais qu'elle n'était pas, c'était pas de l'analytique pure sur ce qui se passait autour. Et qui aussi décidé d'arriver, de vivre avec cette. De toute façon, c'est un mec qui vivait avec cette tenue de scène déjà, quasiment. On l'a vu très souvent porter des choses qui étaient assez similaires entre la scène et la ville. Donc voilà, il n'y avait pas de... Je me rappelle d'une phrase d'Eric Leeds. Eric Leeds, c'est un de ses musiciens, et donc en l'occurrence un saxophoniste, qui me disait que lui, il n'avait jamais vu ne pas être Prince, et qui pense que la seule personne qui l'avait vu ne pas être Prince, c'était son frère était son manager, et que par moment, il fallait quand même parler un peu d'argent, et qu'à ce moment-là, il fallait quand même arrêter un peu d'être pas une tête de con, mais voilà, de faire un peu la diva. Et encore, il n'en était pas vraiment sûr. Le type était tout le temps comme on le connaît, comme nous on le percevait. Donc avec des choses très dures, c'était pas le bon copain, hein. On n'est pas en face de quelqu'un de très simple, on n'est pas en face de quelqu'un, voilà, on va pas faire une belote avec Prince, quoi. C'est pas très... Je sais pas s'il jouait, mais c'est pas vraiment le... Ouais, je crois pas que ce soit vraiment le cas. Voilà. Mais sinon, oui, on peut dire mauvais goût, et je suis d'accord sur le... Je sais pas s'il y a une dualité... Enfin, pour moi, je sais pas ce qu'on met derrière dualité entre le corps, l'érotisme et le spirituel. Pour moi, c'était plus un... Ouais, c'est harmonieux, en fait. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de lié. Extraterrestre. Alors ça, le côté extraterrestre, c'est un truc qui revient. C'est-à-dire qu'il y a des gens de l'entourage qui aiment bien, sans pour autant vouloir faire vivre la légende, se dire qu'ils n'ont pas eu affaire à un être humain normal. Ça, c'est clair. Les gens qui évoquent ces déplacements, par exemple, tout le monde vous raconte les mêmes choses. Voilà, ils ont l'impression qu'il flottait, qu'il apparaissait comme ça. Mais c'est quelque chose qui revient très très fréquemment, et c'est pas complètement faux. Voilà, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs témoignages, mais pas des témoignages sous le couvert du secret, je vais vous dire quelque chose, des choses qui sont glissées dans des phrases. Il y a plusieurs musiciens qui parlent de longs moments de transmission de pensée, des choses comme ça, et pas juste sur scène où on se comprend.
Bon voilà, c'est glissé dans des phrases, mais c'est glissé tellement fréquemment par des gens très différents que voilà, après on peut. Moi je vais pas sur le mysticisme fou autour de tout ça. Transcendance de musique aussi, mais quand il arrive souvent à les pousser hors limite, tous ils parlent de cette expérience musicale où en fait Prince a été le moteur pour les porter vers exactement. Et leur faire sortir le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois. Exactement. T'as complètement raison, c'est-à-dire que on était à un niveau de perfection, en tout cas, d'un type tellement perfectionniste, et la barre était à un niveau tellement élevé qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment la place pour des bras cassés ou des gens qui étaient en dessous, pour la médiocrité. D'abord parce que il y a des gens qui essaient de t'emmener plus haut, mais dont tu peux discuter le niveau de la personne qui essaie de t'emmener plus haut, donc c'est pas simple. Mais bon, il y a des gens qui savent manager comme ça, qui savent emmener une équipe très haut, même si en solitaire ils sont pas voilà. Et là, ils avaient en face quelqu'un qui voyait tellement souvent juste dans ce qu'il leur demandait et qui connaissait très bien leurs limites, très souvent mieux qu'eux, qu'effectivement ils étaient obligés de suivre. Sans parler du côté dictatorial, de l'amende par fausse note et ce genre de choses, mais qui vient de l'école James Brown, tout ça. Mais non, il amenait les gens très haut de toute façon. Voilà, enfin, on s'est retrouvé autour de ce sujet dans d'autres circonstances, et il y avait le jeu des mots qui pourraient définir Prince, et voilà, c'est toujours très difficile de trouver 4, 5, 6 mots pour le définir, mais pour revenir à cette excellence, je pense que le côté performeur et homme de scène, c'est une des choses qui le définit le mieux. C'est-à-dire que la manière dont il gérait la scène, dont il gérait les concerts, était... et alors là, pour le coup, était tout bonnement unique. C'est-à-dire que pour tous voir d'autres concerts, il n'y a pas ou peu d'artistes, parce que quand on ne dit pas, il y a toujours quelqu'un pour trouver un contre-exemple, mais il n'y a quand même pas d'artistes qui gèrent les concerts comme lui les gérait. C'est-à-dire avec un rapport, avec une liberté incroyable, puisque pas du tout bloqué sur une setlist liée à une tournée, puisque tout changeait, tout pouvait changer à tout moment. Et même si parfois on pouvait constater, nous, pour suivre chaque concert, que ça ne changeait pas si souvent, mais parce que quand il avait l'impression d'avoir trouvé la bonne formule, il la réappliquait. Mais en tout cas en interne, ils vivaient tous les concerts comme si ça pouvait changer à tout moment, et ils s'arrangeaient pour que ça change quand même pas assez pour les tenir en exergue. Le fait qu'ils fassent des concerts avec très peu de pauses, très peu de pauses entre les titres, enfin pratiquement pas de pause entre les titres, et très peu de pauses lors de ces longs moments où les titres s'enchaînaient sans s'arrêter. Une liberté par rapport aux versions album unique. Je vois très peu de groupes qui s'autorisent à prendre des directions aussi éloignées tout en restant fidèles à leur titre par rapport aux versions des disques. La plupart des artistes ne veulent pas, encore une fois c'est toujours la même chose, c'est le rapport qu'on a avec son public, ne veulent pas malmener les gens qui sont venus voir le concert en se disant ils ont bien aimé la version du disque, on va essayer de leur restituer au mieux. Lui pas du tout, il prenait Alors il y en a qui sont très bons là-dedans, on sait que c'est plus l'école de Bob Dylan, on sait que quand on va voir Bob Dylan, on met beaucoup de temps à reconnaître des titres, donc voilà, tellement il prend des directions variées. C'est le côté jazzman aussi un peu. Ouais, alors ça oui, alors il y a des gens qui sont très spécialistes de ça, de cette approche-là. En fait, oui, pardon, vas-y. Non mais il y a cette dimension-là aussi dans sa musique. L'attitude. Rainbow Children et des choses comme ça. Enfin, il y a des passages qui flirtent, j'aime bien ce mot, avec le free jazz. C'est quand même assez intéressant ce rapport qu'il a même au cuivre, qui est quand même assez considérable. C'est voilà, ce côté un peu freestyle qu'on trouve dans le jazz. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi sur Prince et le jazz. Ce qui est sûr, c'est que l'esprit y est. Oui, voilà, plus que la musique. À chaque fois qu'il a voulu faire des incartades réelles dans le jazz, on sait que ça n'a pas été ce qu'on pouvait attendre, parce que on imaginait que ce serait fantastique, et ça restait de la musique instrumentale, souvent de qualité, mais bon voilà, c'est-à-dire que quand on voyait quand on imaginait les références, quand on est comparé à Duke Ellington et qu'on a Miles Davis qui vient frapper à la porte,
on imagine que le jazz qui va sortir va être quelque chose d'excellence. On n'était pas là-dedans. Maintenant, dans l'attitude, c'est clair qu'on était en face de ça. Bon, je continue à vous raconter des trucs. Pour revenir au bouquin, pourquoi juste en fait, par rapport à Pace Park, tu y allais plusieurs fois de son vivant. Oui. Tu as vécu des expériences assez formidables là-bas. Tu racontes dans le livre d'ailleurs. Maintenant, tu y allais aussi après sa disparition. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu vas continuer à retourner, notamment pour la célébration de l'année prochaine? Je suis pas allé à celle-ci déjà. Ouais, tu vas aller à celle-ci. J'aimerais bien y aller, moi justement. Qu'est-ce que tu conseilles? Je n'ai pas de conseil à donner. Là, on est en face. Alors, avant, j'aurais pu tenter un conseil. Aujourd'hui, il y a une telle charge symbolique et émotionnelle qu'il n'y a plus de conseils. C'est-à-dire que si tu veux te rendre dans le... Je préfère parler d'un studio que de sa demeure, de quelqu'un qui est décédé qui compte pour toi. Là, tu es dans une démarche qui est hyper personnelle. J'ai aucun conseil à donner. Dénigrer le lieu, de toute façon, on ne va pas dissuader des gens qui ont envie d'y aller. Et le studio d'un musicien sans le musicien, c'est quand même des machines.